Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC et on va faire du on-chain. Si on a le temps, on ira faire plus ou moins pas vraiment un tutoriel, mais une sorte de vision sur comment garder vos clés. Si vous avez vos bitcoins en clés propres, quels sont les bons usages à utiliser pour ne pas les perdre, etc., les mettre à l'abri, ce genre de choses. Sinon, on fera ça demain, mais aujourd'hui, déjà, du on-chain et une analyse sur ce qu'il se passe sur BTC actuellement. Alors, sur BTC, on va ici élaguer un petit peu, enfin, on va revoir un petit peu une partie de l'analyse. J'ai parlé hier de cette grosse divergence en weekly, et pour le moment, il se pourrait qu'on soit en train de dessiner ce qu'on appelle un biseau ici, vous le voyez entre ces deux droites là. Alors, il n'est pas extrêmement, on va dire, catholique ce biseau, au sens où il revient ici faire cette touche en haut, alors que en fait nous on se serait attendu à ce qu'il donne une touche en bas avant. Donc pour moi, on peut juste considérer que ça c'est une vague 1. Ici cette touchette là, on la considère pas. On considère qu'ici on sera dans une vague 2, et on pourrait imaginer que ce mouvement là ici, qui va se faire en 3 vagues également, nous donnera une vague 3 dans le biseau ici, vous le voyez, avec une nouvelle touchette potentiellement en haut du biseau. Pour ça, ça sous-entend qu'on perde pas plus que ça les derniers plus bas, là ici autour des 15,4. Donc troisième touche ici, ça vient de nous donner peut-être une quatrième qui elle par contre viendrait casser éventuellement les plus bas précédents, et puis une cinquième qui serait effectivement celle de la cassure. Target d'un biseau comme ça, dans le court terme on va dire, ça serait revisiter le haut de la vague, la deuxième vague. Donc en l'occurrence là ici on prendra les 20 700 comme target, éventuellement le haut de la deuxième touche. Malheureusement vous voyez que cette touche on est censé pas la considérer, étant donné qu'on n'a pas eu vraiment de touchette en bas avant de remonter ici, de retoucher ce point là. Donc pour moi on ne la considérera pas, et on considérera juste pour l'instant que la target sera les 18,5 pour la cassure éventuelle de ce biseau. Néanmoins, il se pourrait que ça soit le tout dernier mouvement, on va dire, correctif vers le bas de Bitcoin. Pourquoi c'est le cas ? Parce qu'on l'a mis en avant, mais on a effectivement cette divergence haussière sur le RSI et une divergence haussière en weekly. Vous savez que ça n'est pas rien, ça sous-entend que le mouvement global pourrait se retourner. Vous voyez ici qu'on fait un nouveau plus bas, mais le RSI lui fait un plus haut. On a encore une fois en tendanciel en weekly un momentum qui est plutôt pas mauvais. Vous le voyez ici, un RSI qui se reprend quand on avait fait ce nouveau plus bas ici au 15,5, RSI stochastique. Malheureusement en weekly effectivement on perd le RSI stochastique, était en train de ramper en bas là, et vous voyez qu'on perd cette tendance là, mais depuis on a repris assez fortement à la hausse depuis, donc tout simplement toute cette partie FTX en fait nous a ramené le stochastique en weekly en bas, et là pour le moment on est sur quelque chose qui est plutôt, on va dire, haussier. Néanmoins, vous le voyez ici, là, depuis quelques jours, vous voyez le RSI en weekly qui descend assez fortement. Est-ce qu'on va se faire rejeter au niveau des 32 de RSI ? En général, c'est plutôt vers les 50 qu'on a des retournements. Vous le voyez par exemple ici, par contre vous le voyez dans ce point-là, là ici par exemple, on s'était fait rejeter par les 30, on retourne dans la survente sans faire vraiment un nouveau plus bas sur le RSI, et ensuite on a un mouvement plus impulsif qui vient chercher plus haut. Donc il n'y a pas vraiment de règle de ce côté-là. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'on est plutôt haussier, on va dire, enfin il y a des belles divergences sur la tendance globale en weekly. Cependant, en daily, c'est beaucoup moins joli, et c'est ce on l'a déjà expliqué hier dans la vidéo, donc on va pas refaire ici la même chose. Sur la structure à court terme, donc je vous ai montré ce biseau. Sur la structure à court terme, on peut voir également que on va se mettre ici en 15 minutes pour vraiment bien voir le mouvement. On pourrait le voir en 4 heures, mais je vous le montre en 15 minutes histoire de bien voir ce qu'il se passe. Eh bien, on a eu ici une fausse cassure de ce flag, qui est un bear flag, donc qui est une figure pour le coup vraiment bearish en l'occurrence. Ici, on peut voir que on descend dans le flag, on vient faire la vague, on va dire la vague B, ici, en correction haussière.
on a eu notre vague C, donc là peut-être que ce flag serait mûr pour casser. Qu'est-ce qui pourra nous donner ce mouvement-là ou pas? Bon, on a peut-être une petite épaule, tête-épaule, là vous le voyez en 15 minutes, qui si elle casse nous ramènera en tout cas en bas du flag. Pour moi, j'ai pas pris ce point d'entrée là parce que tout simplement je l'aurais pris si je l'avais vu se dessiner, mais j'étais pas devant les écrans et j'avais pas nécessairement, j'attendais un peu plus de confirmation ici pour préparer ce short. Donc pour le moment, vous voyez qu'on a sorti les shorters sur cette histoire. On est en train ici de les travailler. Donc voilà, il y aura peut-être des meilleurs points d'entrée, une nouvelle cassure, etc. Pour le moment, pour moi, c'est du 50-50. Est-ce que ce flag va péter en bas ou pas? Donc j'ai ici, il y a un trade à prendre, hein, bien évidemment, et je pense que il mérite d'être pris parce qu'on a une box de liquidité ici, c'est ce qu'on avait expliqué. On a une box de liquidité qui attend, hein, quand on regarde la heatmap, donc où sont les liquidations, vous voyez qu'on a une zone jaune ici qui n'a pas été encore visitée et qui a commencé à prendre de l'importance autour du 13 décembre. Là on est sur la heatmap en weekly, enfin en une semaine, et vous voyez qu'effectivement jusqu'au 15,9 on aurait potentiellement quelque chose à nettoyer du côté des longues, donc pourquoi pas, vraiment ça se tient hein, au niveau trade. On va maintenant faire vite fait Ethereum et puis on va faire les news. Ethereum, ici, globalement, la structure, elle est un petit peu la même. Vous le voyez en 15 minutes. Hein, on est plus ou moins aussi dans ce flag. Pour le moment, ça tient. Mais pareil, joli setup de short éventuellement si on doit venir chercher ici de la vente sur Ethereum. Les targets posent une question aussi. Hein, effectivement, ça, j'en ai plus ou moins parlé hier aussi. Mais on a des choses qui vont venir pointer vers globalement les 13 000 $. Ça serait, si on prend la totalité de ce mât là pour aller chercher le flag actuel. Alors excusez-moi, ça c'est le grand flag, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Si on regarde la grande structure, on a effectivement ici, on pourrait chercher un mouvement AB égale CD ou A égale C. Hein. Ici je vous mets les vagues ABC, on a une vague A ici, un rebond de B et on aurait une C qui est égale la vague A tout simplement. Donc ça c'est plus ou moins statistiquement ce qu'on aurait tendance à vouloir venir chercher. Donc ça c'est tout à fait possible qu'on vise ici les 13 000 déjà sur ce mouvement-là. Donc en l'occurrence ici ça nous donnerait une cassure du biseau vers le bas. Ce biseau, je vous l'ai montré, est très early, donc c'est pas du tout nécessairement la figure qui va se mettre en avant. Vous voyez qu'en bas, on n'a que 2 touches pour l'instant, et vous savez qu'avec deux points, on fait assez facilement une droite, donc c'est pas la peine d'imaginer que c'est un support conséquent. Et en haut, on n'a que 2 touches également, donc c'est vraiment ici de la projection qu'on est en train de faire. Pour moi, j'aurais tendance à prendre la target des 15,9, donc cette box ici, comme une target provisoire, déjà en attendant. Après, on imagine que peut-être il y aura un rebond, un prochain point d'entrée pour éventuellement aller visiter les 15. Si jamais c'était le cas, ça serait un joli trade. Hein. Si jamais par contre on pétait pour aller beaucoup plus bas, donc à savoir qu'on donnait vraiment ce mouvement de AB égale CD, à ce moment-là c'est les 13 000 $ direct. On aurait éventuellement ici potentiellement d'autres targets si on touche que les 0,618. Si on va pas chercher le 1 pour 1, donc le A égale C, mais si on considère que le C pourrait nous donner tout simplement juste 0,618 fois la vague A, et bien ici ça voudrait dire venir chercher les 2 box de liquidité qu'on avait en bas, sur lesquels on lorgne depuis un certain temps maintenant, et vous voyez que le 1 pour 1 il est à 13 192 $. Donc voilà, ça c'est les targets baissières. Moi principalement, comme je le dis, j'ai pas mal de choses qui pointent au 15 200. Donc pour l'instant, ça sera, on va dire, la target finale de ce mouvement en ce qui me concerne. J'aurai potentiellement tout sorti en short si jamais tout ça se met en place, et j'aurai vraiment un assez gros TP ici autour des 15,9, c'est-à-dire sous-entendu, on ne perd pas nécessairement ici le plus bas qui est là, et potentiellement également, on reste à court terme. Si j'y arrive, on reste à court terme dans une tendance qui reste haussière pour le moment. Voilà, ça c'est plus ou moins mon scénario privilégié à l'instant T. Juste là pour vous dire, si jamais on perd ici là ce volume profile, on a beaucoup de business qui a été fait dans cette zone, donc désormais ça agit comme un support. Donc si on casse effectivement ce flag et qu'on vient chercher ça, c'est ce qu'on risque de perdre en termes de volume profile. Après, en dessous, on n'a pas énormément de choses jusqu'au effectivement aux 12-13 000. Hein. On a un trou dans le volume profile ici qui, si on accepte d'y rester, pourrait éventuellement être comblé. Donc, on pourrait rester un certain temps dans cette zone. En revanche, si jamais on rebondit ici sur on va dire ce dos d'âne du volume profile et qu'on vient effectivement traiter cette zone, ce qui était plus ou moins
À la base, c'est plus ou moins ce qu'on avait commencé à faire ici avec cette mèche et vous voyez que ça a pas tenu. Hein. Là, on est vraiment sur le bord du fil du rasoir. En plus, on crée des flags, donc potentiellement, on est quand même ici sur quelque chose qui semble vouloir continuer à la baisse. Et bien, dans ces cas-là, tout ça deviendra dorénavant une résistance, un petit peu comme on avait fait là, où vous voyez que pendant assez longtemps, on n'a pas réussi, on a tapé au carreau pendant longtemps et on n'a pas réussi à en sortir on n'est pas resté au-dessus, si vous voulez, ça n'a pas été concrétisé ici comme mouvement. Donc pour le moment, mon scénario privilégié en termes chartistes, on va dire, c'est que on va rester ici dans une tendance qui est potentiellement haussière, ne pas perdre forcément ce plus bas. J'ai aucun problème à ce qu'on vienne visiter les 15,9 dans un premier temps pour un rebond éventuel, et ensuite le but ça sera éventuellement de casser ce top là. Si jamais ça se met pas en place et si jamais on perdait ici, vous le voyez, ce bottom, donc c'est-à-dire venir visiter tout simplement sous les 15 000, c'est-à-dire créer un nouveau plus bas, et bien évidemment ça sera des jolis points pour DCA. Ça sera également des jolis points pour éventuellement prendre profit sur des shorts éventuels qu'on aura ouverts ici. Donc voilà, on va pas se plaindre nécessairement, c'est un bear market, donc c'est des choses pendant lesquelles il y a toujours des opportunités, on va dire, de valoriser son portefeuille. Mais je trouve qu'on a passé très peu de temps dans cette zone. Je trouve qu'on s'est fait rejeter ici violemment, peut-être trop. Pour moi, on aurait pas mal rebondi ici au 17,3, que ça aurait été vraiment un mouvement. Il y a peut-être eu une surréaction ici du marché, et le marché est peut-être en train de temporiser ici pour voir éventuellement si il n'est pas allé un petit peu loin sur ce mouvement. Mais bien entendu, on a mis en avant assez tôt ces deux grosses boxes de liquidité au niveau des longueurs, donc il faut jouer le fait d'aller dedans et de les prendre toutes les deux. Donc ici, premier gros TP, et ensuite éventuellement soit on réouvre quelque chose en fonction de la structure qui va se donner par là, soit tout simplement on coupe pas, on peut aussi rester là dedans. Moi, c'est ma manière de faire, elle est parfois un petit peu différente. Ici, il faut comprendre aussi que quand vous shortez, vous allez avoir des shorts qui vont être des shorts pour hedger une position d'investissement, c'est-à-dire tout simplement, mais c'est pas quelque chose que vous faites en général en longue, c'est-à-dire que vous avez des raisons de shorter qui sont au niveau du sentiment très légèrement différentes. Vous avez une partie des gens qui shortent qui sont également des gens qui simplement hedge leur position, c'est-à-dire qu'ils gagnent ou qu'ils perdent là-dessus, ils vont plus ou moins laisser leur position quand même ouverte plus longtemps, de manière à avoir tout simplement, au cas où le prix dégringole, on va dire, il va à 7-8 000 $, eh bien, avoir de quoi hedger leur position, de quoi éventuellement ressortir quand même du profit de cette perte. Et donc ça, il faut bien le comprendre ici, que le short a ceci en plus, qu'il est ouvert pour des raisons supplémentaires, un petit peu comme les options également et toutes ces choses-là. Et donc du coup là, au niveau du sentiment, il faut que ça joue dans votre tête aussi pour vous dire que autant ouvrir un long est vraiment une position spéculative, autant ouvrir un short peut être également simplement une position de, entre guillemets, je mets ça entre forts guillemets, une position assurantielle, on va l'appeler comme ça, voilà, c'est-à-dire vous vous couvrez d'un risque. Donc tout ça à bien comprendre. On va aller faire les news. Sur les news, il y a eu ce sondage sur Twitter, Elon Musk qui a demandé est-ce que je dois quitter Twitter ou pas. Visiblement, on est à 57% des gens qui pensent que oui, qui lui répondent que oui. Donc ça a fait grimper un petit peu l'action Tesla. Ici, on voit Bankman-Fried qui est attendu pour accepter son extradition vers les US. Non pas que ça soit vraiment rédhibitoire, mais je pense que ça peut accélérer un petit peu les choses. Bon, quand on voit effectivement, là il est, je crois qu'il est à l'hôpital, il est dans la sick bay, c'est-à-dire l'endroit où on traite les personnes qui sont malades. Donc il n'est pas vraiment dans les cellules, mais quand on voit effectivement la tronche des cellules aux Bahamas, on se dit que peut-être il a envie d'accélérer les choses il préfère peut-être potentiellement ici être incarcéré aux États-Unis. Ici, pas grand-chose sur nos amis de Finbold. Sur CoinDesk, on a cet article sur Grayscale qui explore l'idée de retourner 20% de leur
capital à ces investisseurs si jamais la SEC, donc la SEC, refuse à nouveau un spot Bitcoin ETF. Vous savez que le grand rêve de Grayscale actuellement, puisque c'est le meilleur véhicule pour eux dorénavant, serait d'être transformé en ETF spot. La SEC a refusé plusieurs fois. En juin, Grayscale a fait carrément un procès à la SEC par rapport à ces refus, donc c'est un petit peu dans les tuyaux, mais effectivement Grayscale ici qui explore pas mal de possibilités. Grayscale qui, je le rappelle, détient 640 000 BTC, donc c'est le plus gros holder de BTC au monde actuellement. Ici, pas grand chose sur Deblock non plus. Sur bitcoin.com, en Russie, les agences du gouvernement qui vont avoir un accès aux exchanges et aux crypto wallets visiblement, donc un peu plus de renforcement, on va dire, de du fait que les agences gouvernementales peuvent scruter vos cryptos en Russie. Alors en Russie, ils n'ont pas du tout un même système de taxes que nous, on va dire qu'ils sont plutôt à 8% sur tout ce qui est revenu, etc., 7-8%. Donc ça reste relativement indolore, on va dire, pour les retails là-bas, mais on suivra ça de près également. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a sur le carnet économique? On a les nouvelles constructions, les permis de construire, etc. Enfin voilà, pas mal d'infos sur le marché du neuf en immobilier. Quelques informations sur la confiance des consommateurs, un petit peu d'informations également sur l'emploi comme tous les jeudis. Ici, la dernière révision du GDP, donc du PIB américain, donc on aura une nouvelle révision là-dessus. Et puis le PCI, donc qui est plus ou moins le CPI, mais celui que va plus regarder la Fed, puisque voilà, un peu plus accurate, un petit peu plus précis. Donc ça, ce sera pour vendredi 23. Sur MarketWatch, pas grand chose non plus, donc on va désormais aller faire les liquidités. Liquidités, on a liquidé hier 17 millions, c'est-à-dire pas grand chose, surtout du short visiblement, 5 millions sur Ether et 3 millions sur BTC. On va regarder ici qu'est-ce qu'on a pris en niveau. Vous voyez qu'on a pris ce niveau qu'on avait noté hier, mais on va d'abord faire BTC. Donc sur BTC, on a travaillé les deux niveaux qu'on avait mis en shorter hier, et on a travaillé également même le niveau ici. Vous voyez qu'on a fait une jolie zone de bataille un petit peu dans les deux sens. On a été shorté à partir de là, mais ça a été travaillé. Ensuite, on a continué à être shorté. Sur tout ça, donc on va garder ce point de short ici comme étant quelque chose éventuellement à prendre. On est relong à partir du bottom, donc juste là. Ici, et là on va le mettre en rouge puisque c'est un point de longue, et puis on est très légèrement re-short à partir d'ici. Donc là on a les points plus ou moins pour demain, si le prix doit se balader ici de liquidité en liquidité, avec une borne haute au 16,8 et une borne basse au 16,6, donc $200 d'amplitude sur la journée. Ici on est pas mal short à l'instant T, vous voyez que le prix évolue plutôt favorablement pour les shorts vers le bas, donc beaucoup de gens qui ici augmentent leur position. Donc on va suivre également ça de près. On va sauver ça, on va aller sur Ether. Alors sur Ethereum, eh bien, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est à peine venu toucher ce niveau-là, qui est relativement important pour moi. Ce niveau était conséquent aussi, vous le voyez, on avait ici une assez forte augmentation. On pourrait presque le décaler ici et le passer en 1 pixel, puisque désormais on en a quand même liquidé une bonne partie. Vous le voyez ici, on continue à être en short, et ici très légèrement longué à partir de ici. Donc tac, tac, voilà. Comme ça, et ça nous donnera les niveaux éventuels 1195 et 1172. Globalement, une petite logique de range là peut-être qui va se mettre en place. On va de liquidation en liquidation, on fait pas de mouvement, on va dire impulsif dans un sens ou dans l'autre. On essaye de calmer un petit peu le jeu. Quand on regarde les poches de liquidité depuis les 5 derniers jours, je vais faire un refresh ici. On a quand même sur Ethereum un bon paquet de longueurs en plus sur les 5 derniers jours. Vous le voyez, on a 11 milliards en position leveragée qui nous attendent c'était des shorters au-dessus du prix. J'ai dit les longueurs, c'est des shorters, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Et sur Ethereum,
Même chose, mais en moins puissant, hein, à prendre en short dorénavant. 7, à peu près 8 milliards en position leveragée qui nous attendent au-dessus du prix. Donc on pourrait peut-être faire un petit rebond ici jusqu'au 1260 par exemple sur Ether. Pour moi c'est vous le voyez ici, il y a une zone de densité jusqu'au 1260 au niveau des liquidités. Elle n'est pas très loin du prix. Il suffirait d'un petit catalyseur pour aider les market makers à venir corriger tous ceux qui se sont mis ici sur ce point-là. Lightmap on l'a déjà regardé. Donc pour moi on a fait le tour ici au niveau des liquidités. Désormais, on va aller voir un petit peu ce qui se trame sur Glassnode. Donc analyse on-chain. On va faire les favoris habituels, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment dans le sens ici habituel de la chose. Alors vous le voyez sur le Rodel ratio, on est allé dans la zone verte, donc qui est une zone potentielle de bottom. On en était sorti et ici on revient de la réintégrer, donc ça c'est pas très bon, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de borne basse ici. Stock to flow ratio, on va pas le faire aujourd'hui. Le net unrealized profit and loss qui est tout simplement est-ce qu'on est sur un point de capitulation majeur ou pas. Eh bien vous voyez que on était ici dans le rouge, donc ce qu'on appelle la capitulation. On était passé dans le hope, dans l'espoir, et puis finalement ici on redescend à nouveau dans le rouge, donc le marché qui peine ici un petit peu. Au niveau des exchanges, de la balance sur les exchanges, vous voyez que Bitcoin est en train de se décentraliser de plus en plus, puisque de plus en plus de gens sortent leur Bitcoin des exchanges, et ce dû aux différents FUD. Ça on va pas le regarder, on regardera tout à l'heure plus d'autres métriques. D'autres métriques intéressantes, ici le SOPR, même chose, on a eu ici ce gros mouvement de capitulation qui était au 18 novembre, plus ou moins le SOPR c'est le prix auquel vous vendez par rapport au prix auquel vous achetez, hein, globalement. Les adresses actives on s'en fout, ici on va garder, là ça c'est intéressant, c'est-à-dire les gros points de capitulation. Ici on est sur le net realized profit and loss, c'est-à-dire à ceux qui vendent, à quel prix ils ont vendu par rapport au prix tout simplement auquel ils ont acheté. On avait eu un épisode majeur de capitulation le 18 novembre ici, qui ressemblait très fortement à celui-ci, hein, même en termes d'intensité, vous voyez qu'on s'est arrêté très exactement au même endroit, donc là on a secoué le cocotier, on a fait vendre un petit peu à un paquet de monde à perte, et c'est ce que plus ou moins le marché voulait ici. Vous voyez qu'ensuite quand on se reprend, et ben tout simplement dès qu'il rentre un tout petit peu en profit, ici il y a un mouvement naturel qui se fait à la vente, c'est-à-dire qu'en bear market, on va dire le point zéro a tendance à, quand vous revenez au point zéro, à break-even, vous avez tendance à vendre ici, suite à des gros mouvements comme ça où vous vous êtes fait peur, tout simplement quand vous revenez à votre point d'achat, vous avez tendance à fermer vos positions. Le Accumulation Trend Score, c'est le score d'accumulation, hein, ici en fonction des grosses entités ou pas, et vous voyez qu'on a eu une longue période d'accumulation où le score d'accumulation était autour de 1, grosse période très accumulée ici, et là on est en train de perdre en nombre d'intensités acheteuses, et on est actuellement autour des 0,42, c'est-à-dire que tout ça pourrait vouloir dire tout simplement que ici on a eu toute une phase d'accumulation qui est désormais terminée. Ça peut être la première manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, ça peut être aussi de dire bon en fait finalement on n'a plus d'acheteurs ici pour défendre le prix, donc on risque bien évidemment d'aller plus bas. C'est un peu en fonction de, mais assez souvent quand on regarde les zones de bottom, je vais vous le montrer. On va essayer de trouver une zone de bottom à plat, plus ou moins celle-ci là avant le rebond. Ouais, on est sur la bonne là. Voilà, là vous voyez, on avait une très forte zone d'accumulation, et puis petit à petit, le truc se calme, et puis ensuite, voilà, on repasse ici dans le jaune. Là, pareil, au niveau du top, on avait été très fortement accumulé, au niveau ce que j'appellerais le deuxième top, et puis vous avez toujours un moment où dans la zone, malgré une hausse du prix, bon alors là c'est pas vraiment le cas en ce moment, on n'est pas forcément sur une hausse de prix, on va plutôt ici essayer de trouver des zones similaires, ça serait peut-être plus voilà, on va essayer de zoomer plutôt là-dessus, voilà. Vous le voyez ici, voilà, là on est à plat, on a un score autour de 1, donc très gros score d'accumulation, et puis on a aussi toute une période où on passe à 0,55 alors que le prix est en train d'augmenter. C'est tout simplement ici des choses qui se font assez naturellement également.
La dormance, on va pas regarder nécessairement, mais on avait atteint des niveaux de dormance qui étaient complètement délirants. On est passé carrément sous la zone verte et là on est en train de se reprendre un petit peu en dormance. Donc ça c'est plutôt, on va dire, une bonne chose. Le risque de réserve, on est complètement en dessous aussi par rapport aux zones de bottom précédentes. Donc la zone verte, vous voyez qu'on est complètement, le risque de réserve étant, est-ce que le Bitcoin est à un prix loyal pour l'achat ou pas? Est-ce que le marché peut considérer que le prix est bon? Ici, la supply qui n'a pas bougé depuis plus d'1 an, qui atteint des nouveaux ATH également. Bon, encore qu'on a un petit peu ici diminué. Vous voyez que là, on était à 66% et on est descendu à 66%, quelque chose. Le H-Ribbons, bon, il a flashé, on le sait. On sait que le H-Ribbons nous a éventuellement donné un signal de bottom également. Le multiple de Puel, même chose. On est tout à fait dans les zones de bottom théoriques correctes. MVRV Z-Score, même chose, on est vraiment ici sur des niveaux vraiment excellents pour éventuellement, en tout cas, du DCA, ce genre de choses. Ça m'intéresse, le Realized Price. Il a tendance à nous repousser, vous le voyez en bear market là, par exemple sur toute cette zone là, à chaque fois qu'on allait retoucher le Realized Price. Qu'est-ce que c'est le Realized Price? C'est tout simplement si vous prenez la somme totale des bitcoins, quelle est la moyenne à laquelle ils ont été achetés? On va dire, voilà, ça va être ça. On connaît ici tout simplement, par exemple, quelqu'un qui avait acheté un bitcoin $1000 il y a très longtemps et qui l'a revendu à quelqu'un d'autre 20 000 il y a moins longtemps. Globalement, on sait qu'en ce moment, la majorité des coins qui sont sur le marché ont un prix réalisé de 19 965 $. Donc ça pourrait être un niveau qui nous rejette dans le futur. Vous voyez que ça avait été le cas ici au 21 118. On avait été rejeté encore une fois ici par le Realized Price. Là, on était passé au-dessus, on avait eu un petit rebond par-dessus, donc c'était plutôt bon, et puis on se fait rejeter, et puis on se fait à nouveau. Donc pour moi, c'est voilà quelque chose qui est vraiment qu'il faut suivre ici de manière assez assidue. Le Realized Price, c'est quelque chose de relativement intéressant. On va passer aux adresses, nombre d'adresses à 1 Bitcoin qui sont ici en train de flirter également avec des ATH aussi. Donc les shrimps qui accumulent, les crevettes, ici les fiches, donc plus de 10 bitcoins qui sont également au nombre de 155 000 dorénavant. On a beaucoup d'accumulation par cette cohorte là. Ensuite les adresses à plus de 100 bitcoins qui sont en très forte accumulation aussi, et ça depuis une dizaine de jours. Vous voyez qu'on est passé ici sur un point, et avant les 100 bitcoins étaient plutôt à la latéralisation voire distribution sur toute cette zone là. Donc ça c'est assez nouveau. Les 100 bitcoins qui ont vraiment ici changé de leur fusil d'épaule. Les 1000 bitcoins, très légère accumulation également depuis le 9 décembre. Il s'est passé quelque chose le 9 décembre. Et pour moi, on parle du CPI. Enfin, on était plutôt, il est sorti autour du 13, je crois, cette fois-ci. Quelque chose comme ça, ouais. Donc on peut estimer que c'est à partir de là qu'il y a eu une très légère augmentation. On va regarder sur les 100 bitcoins. Est-ce que c'est vraiment ça l'événement? 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et puis là, ça part déjà un peu plus. Ouais, c'est pas non plus flagrant que ça soit passé le 13 exactement. Mais bon, on a ce mouvement en tout cas. Et les 10 000 bitcoins qui étaient en forte accumulation par le passé ici jusqu'au 20 novembre et qui là ont eu une perte de nombre d'adresses. Vous savez qu'on est passé de 122 adresses à 115. On a perdu 7 adresses à plus de 10 000 bitcoins. Et là, on est plutôt dans de la latéralisation. Donc là où auparavant, on avait les 1 bitcoin, les 10 bitcoins et les 10 000 bitcoins qui accumulaient en même temps, en ce moment on a plutôt un retour des 100 et des 1000 bitcoins à l'accumulation. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, les 10 000 bitcoins sont plus ou moins en train de stagner et toujours les 1 et les 10 bitcoins qui partent en fusée, ce qui est pas forcément un très bon indicateur. Vous savez, quand les les petits porteurs, on va dire, accumulent assez fortement, c'est pas sur Bitcoin, c'est pas nécessairement un excellent signal. Par contre, si on regarde la trend globale, on va dire des 1 bitcoin depuis tous les temps, globalement, on a une trend qui est hyper propre et globalement, si vous voulez, on a à chaque bear market, il y a des accumulations des 1 bitcoin et c'est tout à fait normal. Les gens en profitent ici pour rentrer sur éventuellement quelque chose qu'ils ont loupé par le passé. Là où les 10 bitcoins, vous le voyez en bull market, on avait eu pas mal de distributions ici, du monde qui avait distribué, qui était sorti par exemple avec leurs 200, 400, 500 000 $ sur quelque chose qu'ils avaient rentré sur un bull run précédent, mais globalement c'est pareil, on voit la trend qui a plus ou moins une tête on va dire assez relativement logarithmique au niveau des 10 bitcoins. Enfin logarithmique c'est pas vraiment le mot, si encore que on a voilà cette espèce
de montée qui s'adoucit dans le temps. Et alors qu'on est très linéaire sur les 1 Bitcoin. Donc voilà, ça on a fait l'analyse Glassnode. On va revenir sur le prix. On fera pas ici aujourd'hui le sujet sur comment garder vos clés, etc. Quels sont les bons comportements à avoir. Pour moi, on remettra pas, si jamais on allait au 15,9 ici par exemple, on remettra pas forcément la tendance en cours. Donc ça c'est une première chose, pas forcément de panique de ce côté-là. Pour moi également, on n'est pas obligé de péter ce flag, mais il semblerait que ça en prenne peut-être un petit peu le chemin. Par contre, je vois pas de divergence baissière notable. En général, dans un flag, on aime bien voir effectivement que il y ait des divergences. Vous le voyez ici au niveau du... Alors, on a peut-être des petites choses. Bon, là, on est en 15 minutes. C'est peut-être un peu serré pour y voir vraiment quelque chose. Ici, on a voilà peut-être le RSI qui est plutôt, on va dire, à plat. Encore qu'il monte légèrement, donc non. Non, je vois pas vraiment de divergence vraiment notable qui nous disent que ce flag est forcément ici nécessairement prêt à péter ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas encore vraiment, on va dire, les confirmations que on a des vraies divergences au sein de ce flag. Néanmoins, la structure est plutôt jolie ici. On aurait été beaucoup plus catégorique si jamais, bien évidemment, on avait fait quelque chose comme ça, 1, 2, 3, et puis on casse. Voilà. Là, pour le moment, on a fait une, et vous voyez que tout ça ressemble plutôt à une 2, potentiellement, encore une fois c'est tout à fait potentiel. On pourrait ici par contre revenir rechercher le haut du flag. Je vais vous montrer ici. Ici, si on voulait faire un flag vraiment joli, ça serait ça la structure idéale. Mais on n'a pas eu cette deuxième touchette. C'est un peu comme le biseau dont je vous expliquais tout à l'heure. Parfois, voilà, il faut plutôt se dire que ça, c'est une. Ici, on a plutôt quelque chose qui se crée en flat, comme ceci. Donc ça, c'est une 2. Ici, on redescend. Donc en fait, on a notre A et notre B. Et peut-être que là, on reviendra faire une petite touchette vers le haut du flag autour des 17 000. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on a des choses à très court terme à venir chercher dans les 1700, on le voit quand même sur Bitcoin où on a 10 milliards en position leveragée juste au-dessus du prix, et là vous voyez que si on allait au 1700, bon, on nettoierait juste à peine cette toute petite partie-là, mais ça serait déjà une partie du job qui serait faite. Et sur la heatmap en 12 heures, on va regarder là ce qui est extrêmement frais en termes de position. Est-ce qu'on a des choses à venir chercher au 17? Donc retour éventuellement en haut du flag, pas vraiment, hein, c'est pas énorme, vous le voyez, ce serait peut-être cette petite box jaune là jusqu'à 17 075, pourquoi pas. Si on continue en tout cas ici à se positionner en short, s'il y a du monde qui continue, on pourrait venir chercher cette toute petite box à très court terme. Vous comprenez que là on travaille le 12 heures, donc là on regarde ce qui s'est passé hier à 18 heures. Pourquoi pas, un petit rebond au 17, et puis ensuite on perd ce flag éventuellement, ou en tout cas on va voir comment ça se construit d'ici là. Voilà, c'était mon analyse du BTC pour la journée. J'espère que ça vous a plu. Un petit peu redondant peut-être avec celle d'hier où j'avais déjà présenté toutes ces figures là, etc. Mais bon, du coup il faut bien ici produire du contenu tout en essayant d'amener un petit peu de nouveauté. J'espère aussi que l'analyse en Glassnode vous a plu, donc en on-chain, avec pour moi la news majeure, on va dire, qui est que la cohorte des 100 bitcoins et des 1000 bitcoins s'est positionnée à nouveau à l'accumulation, et ce depuis à peu près 8-10 jours. Et ça, c'est globalement, on a besoin de cette cohorte-là pour éventuellement maintenir le prix dans ces niveaux-là, si ça doit être le cas. Attention aussi, parce que les cohortes 1000 et 100 et 1000 bitcoins sont souvent aussi des cohortes qui sont assez moyen termiste, on va dire. C'est plutôt du gros trade, vous voyez, qui peut se mettre en place, du gros trade en spot. Donc potentiellement aussi, dès que ces cohortes-là vont être en perte, elles n'hésiteront pas c'est des cohortes qui sont beaucoup plus dynamiques que là où on a des gros holders, à savoir les plus de 1000, 10 000 bitcoins, et les également 1 et 10 bitcoins qui sont plutôt des cohortes de hodlers d'une manière générale. Après, on peut pas réellement, en termes de cohortes, définir un comportement en particulier, mais on voit assez souvent que dans les périodes de forte volatilité, les 100 000 bitcoins sont plutôt des bitcoins de spéculation, on va dire, qui bougent à assez court terme, et les cohortes écartées sont plutôt des cohortes qui agissent en termes de hodlers, donc avec des diamond hands, des mains d'argent, des mains en or, des mains en diamant, c'est-à-dire qui gardent leur bitcoin, et y compris quand ils sont assez fortement en perte. Donc on va avoir
une tendance des 100 et 1000 bitcoins qui va être peut-être plus à être des paper hands, c'est-à-dire des mains faibles, voilà. Voilà pour moi, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Si jamais mettez un like, c'est important aussi. C'est vraiment quelque chose qui pousse les vidéos vers le haut et qui fait extrêmement plaisir quand il y en a beaucoup parce que du coup les vidéos marchent mieux. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de poser une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui permet de converser sur des choses qui n'ont absolument rien à voir, encore une fois. La question du jour aujourd'hui, ça sera sur la décoration. Est-ce que vous êtes assez axé sur tout ce qui est voilà, décoration, faire un intérieur chez vous qui est plutôt sympa, etc. Ou alors est-ce que vous en avez strictement rien à cirer et que tout simplement vous avez toujours rien accroché au mur depuis que vous habitez dans la même maison depuis les 25 dernières années. Voilà, ça sera la question du jour, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt, ciao.